Hello, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Il fait beau, demain j'ai 19 ans. Bref. Et je vous fais une vidéo YouTube, donc que demander de plus quoi. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un truc que je vous avais pitché un peu sur Twitter en vous disant que j'avais arrêté de me maquiller. Vous allez vous dire ok, we don't care, c'est ta vie, on s'en fout, c'est pas très intéressant. Et en fait, si c'est très intéressant parce que ma vie est très intéressante. Mais au-delà du fait que ma vie est très intéressante, il y a aussi un aspect politique en lien avec le féminisme, etc. assez controversé, même dans les milieux féministes. Je me dis que YouTube c'est là où je pourrais le développer en profondeur, où je pourrais un peu ratisser large à ce niveau-là. Je vais essayer de partir de mon expérience personnelle et de entre guillemets généralisé. Moi mon but c'est de poser des questions qui peuvent potentiellement être pertinentes et qui peuvent potentiellement vous faire réfléchir. Et le maquillage c'est quelque chose qui est très présent, mine de rien, dans la vie de beaucoup de femmes, dans la vie de beaucoup de personnes. Il faut se poser la question de pour qui je me maquille, pourquoi je me maquille, qu'est-ce que ça change à mon image de moi le fait que je me maquille. Et même si ces personnes décident de continuer à se maquiller ou quoi que ce soit, ou que sais-je, qui ont au moins pris conscience que la question est un peu plus large que je me maquille pour moi, uniquement pour moi, et il n'y a rien à en dire. Pour comprendre pourquoi cette décision elle a été importante pour moi, faut retourner en 2015. J'ai 12 ans et c'est là que je commence à me maquiller. Pas quotidiennement, ça restait exceptionnel et ça restait quelque chose de l'ordre de l'amusement, on va dire, puisque j'avais reçu ma première palette qui était une contrefaçon de la Naked 3. Donc c'est ma Naked 3. Donc elle est vraiment parfaite. Les couleurs sont... Mon dieu, elles sont magnifiques les couleurs. Franchement, j'ai... Waouh. Là, j'ai pas du tout un bon éclairage, donc... mais il y a des couleurs magnifiques, juste vraiment magnifiques. Je sais pas combien elle a coûté, c'était un cadeau pour mon papa. Donc... voilà. Et je m'amusais à faire des maquillages avec, de toutes sortes, j'essayais, j'expérimentais. C'était pas toujours beau, je dirais plutôt même que c'était plutôt toujours moche. Mais bon, c'était comme ça, je m'amusais. Et dans cet esprit, j'ai ouvert une chaîne YouTube à ce moment-là pour me maquiller devant la caméra, pour parler de produits, pour imiter les youtubeuses que je voyais. J'ai commencé à mettre de l'eyeliner en 2016 et je suis tombée amoureuse de l'eyeliner. Depuis 2016, j'en porte quasiment tous les jours. Au lycée, c'était tous les jours. Au lycée aussi, j'ai commencé à mettre du rouge à lèvres. Et d'ailleurs, mon premier buzz Twitter, ça a été à partir de une photo de moi qui portait du rouge à lèvres et qui avait dit qu'on m'avait mal regardé au lycée parce que mon rouge à lèvres était très rouge. Je trouve juste ça intéressant que, à plein d'étapes de ma vie, à plein d'âges différents, le maquillage, ça ait occupé des places comme ça un peu significatives. En 2019, j'ai commencé à me maquiller plus entre guillemets artistiquement. Je me suis ouverte à d'autres types de maquillage que simplement les smokey eyes et les cut crease. Et donc j'ai découvert notamment le drag. Enfin bref, il y a plein de moments comme ça, plein de trucs qui m'ont impacté à ce niveau-là et qui ont fait que j'ai construit un peu une identité esthétique à ce niveau-là et que c'est un truc qui était important dans ma vie quoi. J'ai le maquillage. Ça fait 7 ans que je me maquille. Et 7 ans que j'adore ça. Une fois j'étais tellement en déj d'eyeliner que je suis allée en racheter un. J'ai pas pu attendre de rentrer chez moi, c'est-à-dire que j'ai déballé l'eyeliner en pleine rue et je me suis fait un trait d'eyeliner en 30 secondes sans miroir. Et le pire, c'est qu'il était trop beau. Et cet été j'avais déjà voulu un peu arrêter, notamment après toute ma réflexion autour du glow up dont je vous ai déjà parlé dans une vidéo qui s'appelle cet été je n'ai pas glow up. Donc ça pour moi c'est ce que je définirais comme la culture du glow up. Je ne me verrais pas faire cette vidéo sans mentionner le fait que bizarrement un glow up c'est rarement sortir des normes de beauté, sortir des conventions etc. C'est rarement autre chose que se conformer davantage aux normes de beauté. Parce que, tout simplement, ne nous voilons pas la face, le glow-up c'est avant tout physique, c'est avant tout une affaire d'un système qui veut faire rentrer les marginalisés dans ses rangs, qui veut absolument rappeler à l'ordre les gens qui essayent de s'en échapper. Et ce, en les harcelant littéralement pour leur faire se sentir immondes, pour leur faire se sentir inhumains, complètement déshumanisés. Et après, pour leur faire acheter des trucs, pour se sentir un peu mieux, pour espérer trouver une paix intérieure en achetant, en consommant, en essayant de ressembler aux autres, etc. C'est absolument pas une coïncidence si la laideur, c'est un sujet aussi tabou aujourd'hui dans nos sociétés. Parce que la laideur décomplexée, la laideur qui s'assume, ou même la laideur qui ne se sait pas, rend visible aux yeux de tous
ce qu'on essaye tous de réprimer. Bah, la leader nous dit, mais en fait, tu fais quoi à part faire semblant? Tu fais quoi à part courir après un truc que t'auras jamais? Tu fais quoi à part essayer de te conformer à tout prix? Tu fais quoi à part essayer de plaire? Et donc ça nous dérange parce que c'est des choses qu'on ne veut pas entendre. J'ai fait cette vidéo, mais dans cette vidéo, je suis maquillée. En fait, j'ai eu besoin de pousser la réflexion, etc. Et donc pendant un temps, cet été, je ne me suis pas maquillée. Avec la rentrée scolaire et tout, j'ai recommencé à me maquiller, à faire de l'eyeliner, etc. Et d'ailleurs, c'est aussi de cet échec, entre guillemets, surtout dans le contexte de la rentrée scolaire où bah, tu rencontres des gens, t'as envie de plaire, t'as envie d'être beau, t'as envie d'être frais, machin, que ça a commencé à tilter aussi. Mais j'ai continué. Et là, récemment, je me suis dit qu'il était temps de mettre un terme à cette carrière de make-up artist que j'avais. En fait, je pense que j'étais un peu dans le déni parce que y a ce côté où ça fait plaisir de se maquiller. Ça fait plaisir parce qu'on se sent frais, on prend des photos, on se sent frais. On diabolise un peu les discours qui nous disent que c'est pas féministe de se maquiller, que ça répond au regard masculin, que c'est uniquement pour plaire aux hommes. Mais en fait, quand on écoute ces discours qui sont diabolisés, qui en apparence nous paraissent des injonctions, des obligations, qui vont dans le sens contraire de la liberté de la femme, qu'est-ce qu'ils nous disent réellement, ces discours qu'on n'a pas l'habitude d'écouter? Bah en fait, ces discours, ils nous disent que les personnes perçues et socialisées comme femmes, depuis toujours en fait, se perçoivent par le prisme du regard masculin, parce que le regard masculin, c'est la norme de la désirabilité, c'est ce qui fait la valeur d'une femme dans la société, puisque la femme est comprise par le mariage, par la relation à l'homme, et que donc les personnes qui sont socialisées comme telles intègrent cela et intègrent l'idée qu'elles doivent se rendre désirables à tout moment. Le maquillage est en réalité un des rouages de ce système qui fait que les femmes doivent se rendre désirables et belles pour espérer être perçues comme ayant de la valeur, et que les femmes ne se maquillent pas pour elles, puisque les femmes ne se font pas belles pour elles, mais les femmes se font belles pour les hommes, parce que depuis toujours, on leur dit que c'est aux hommes qu'il faut plaire, et qu'il faut leur plaire absolument. Mais du coup, pendant longtemps, j'ai été très axée choice feminism. En fait, c'est l'idée que le féminisme, c'est donner aux femmes le choix. C'est donner aux femmes le choix pour plein de trucs. C'est donner aux femmes le choix de se marier ou de ne pas se marier, d'avoir des enfants ou de ne pas avoir d'enfants, de s'épiler ou de ne pas s'épiler, de se maquiller ou de ne pas se maquiller. Et ces discours-là disent aux femmes que peu importe le choix qui sera fait, ce sera un choix féministe parce qu'il aura été fait librement. But get this. If anything, feminism is about giving women the choice to, you know, be whatever kind of person they would like to be. Sauf que ces choix, ils sont vraiment pas aussi libres qu'on aimerait le penser. Et le truc, c'est que, la plupart du temps, nos choix, ils sont quand même vachement influencés par plein de trucs. Ça, le féminisme du choix a un peu de mal à le concevoir. Parce que le féminisme du choix voit la finalité du féminisme comme étant le bien-être immédiat des femmes. Or, le bien-être immédiat des femmes dans une société patriarcale, c'est le fait de se conformer, d'obéir simplement, afin d'être récompensée, d'être considérée comme désirable et d'être appréciée, valorisée, parce qu'on a répondu aux injonctions. Ces injonctions sont transformées en une sorte de choix qui serait libre, par ce féminisme-là qui relève de l'ordre individuel et qui dit aux femmes « vous pouvez être individuellement ce que vous voulez ». Et par extension, si les femmes se sentent mal parce qu'elles ne trouvent pas leur place dans ce système, ça devient leur faute. Elles n'ont pas fait les choix qui les menaient à se sentir bien. Et le féminisme, ce n'est pas du développement personnel. Et oui, parce que le féminisme, c'est une lutte, un combat politique. Un combat politique qui demande du courage pour prendre la société à contre-courant, pour refuser ce qui actuellement fait qu'on peut être récompensé ou valorisé. C'est accepter de faire une croix sur cette valorisation parce qu'on sait qu'elle est superficielle et qu'elle est partielle, et que cette valorisation est précisément ce qui marginalise d'autres femmes. Le féminisme, c'est dire non, pas que pour moi, pas que maintenant, pas que quand je fais ça. Le féminisme, c'est la liberté inconditionnelle des femmes, même si elles sont laides, même si elles ne parlent pas comme il faut, même si elles ne se tiennent pas comme il faut, même si elles ne s'habillent pas comme il faut. Comment un quelconque type de féminisme pourrait prétendre libérer les femmes d'un système qui les oppresse si celui-ci même leur dit qu'elles n'ont qu'à consentir à ce système, à y obéir plus joyeusement, plus volontairement, et que cela fera d'elles des femmes libérées. Sauf que voilà l'image que beaucoup ont des féministes.
une femme qui n'aime pas les hommes, qui ne s'épile pas, qui ne prend pas soin d'elle, seins nus, qui râle sans cesse, en brûlant son soutien-gorge. Première grande nouvelle, c'est faux! Même si consciemment j'ai pas l'impression qu'on m'interdise de ne pas me maquiller, je remarque que quand je suis pas maquillée, mes vidéos sur TikTok faisaient moins de vues. C'est des sanctions qui sont symboliques et qui en fait conditionnent à penser que on a envie aussi d'être maquillée parce qu'on se trouve aussi plus belle, mais c'est pas... Enfin, on se trouve pas plus belle. Les autres nous trouvent plus belles, on se construit énormément avec le regard des autres. En fait, on se construit quasiment que par le regard des autres. Je veux dire, vous passez dans la rue devant une pub, vous allez voir une femme maquillée, mince, avec la peau lisse. Forcément, vous intégrez le fait que vous devez être comme ça. Le choix n'est jamais complètement libre et conscient. Si on vous disait juste tu dois te maquiller, on pourrait se révolter plus facilement en disant mais j'ai pas envie moi de me maquiller. Mais là non, on ne vous dit pas tu dois te maquiller. On te dit ah t'es jolie aujourd'hui tu t'es maquillée. On est face à un truc où c'est un compliment. Je veux dire, c'est un compliment de te dire t'es belle aujourd'hui, tu t'es maquillée. C'est pas mal de vouloir plaire, tout le monde veut plaire. Tout le monde. C'est pas un truc superficiel de vouloir plaire, c'est parce qu'on nous fait comprendre qu'il n'y a pas d'autre moyen d'exister dans cette société qu'en plaisant. Ça, je ne peux pas mieux vous l'expliquer que ne le fait Virginie Despentes dans King Kong Theory. Virginie Despentes, on en pense qu'on en veut. Mais on peut pas lui retirer que King Kong Theory est un vrai ouvrage de vulgarisation. Elle y dit: c'est en fait une façon de s'excuser, de rassurer les hommes. Regarde comme je suis bonne, malgré mon autonomie, ma culture, mon intelligence. Je ne vise encore qu'à te plaire. Ça vaut le coup de porter des tenues inconfortables, des chaussures qui entravent la marche, de se faire péter le nez ou gonfler la poitrine, de s'affamer. Jamais aucune société n'a exigé autant de preuves de soumission aux diktats esthétiques, autant de modifications corporelles pour féminiser un corps. En même temps que jamais aucune société n'a autant permis la libre circulation corporelle et intellectuelle des femmes. Le surmarquage en féminité ressemble à une excuse suite à la perte des prérogatives masculines, une façon de se rassurer en les rassurant. Soyons libérés, mais pas trop. Nous voulons jouer le jeu, nous ne voulons pas des pouvoirs liés au phallus, nous ne voulons faire peur à personne. Les femmes se diminuent spontanément, dissimulent ce qu'elles viennent d'acquérir, se mettent en position de séductrice, réintégrant leur rôle de façon d'autant plus ostentatoire qu'elles savent que, dans le fond, il ne s'agit plus que d'un simulacre. L'accès à des pouvoirs traditionnellement masculins se mêle à la peur de la punition. Depuis toujours, sortir de la cage a été accompagné de sanctions brutales. Et là, vous allez peut-être me dire, les hommes ou les femmes qui se maquillent, ça peut être aussi artistique. Et c'est vrai qu'il y a une dimension indéniablement artistique au maquillage. Une pratique qui inclut un matériau qu'il faut travailler avec des techniques, etc. Il y a plein de maquillages ultra poussés, qui soient extrêmement techniques ou juste très créatifs, qui sont super cool à voir. Mais c'est pas paradoxal de dire que se maquiller au quotidien pour répondre à des standards de beauté et des standards de féminité n'est pas une action politique efficace dans le cadre du féminisme, et de dire qu'il existe des maquillages artistiques qui peuvent être très politiques et qui peuvent justement, eux, être féministes. Parce qu'en fait, on parle de deux faces d'une même pièce. L'une de ces manières de se maquiller consiste à rentrer de plus en plus dans les standards de beauté, tandis que l'autre tend à les ridiculiser, à les détourner. Un maquillage artistique peut ne pas du tout rentrer dans les codes de la beauté. Un maquillage artistique peut être laid. Le maquillage artistique est politique parce que justement, il prend le contre-pied de ce que fait le maquillage habituellement. Alors oui, le maquillage artistique a sa place dans cette discussion parce qu'il a la capacité de détourner et de court-circuiter les méthodes traditionnelles qui visent à féminiser et standardiser. Ça ne veut pas dire que si vous vous maquillez d'une quelconque autre manière, vous n'êtes pas féministe. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo. Ce n'est pas anti-féministe de se maquiller. Il ne faut pas arrêter de se maquiller pour être féministe. Moi, j'ai simplement questionné le fait qu'en me maquillant, je répondais à des normes que j'espérais pouvoir détruire. Et si vous êtes intéressé par ça, c'est un truc que développe Christine Aventin dans Feminist Punk. Feminist Punk, c'est un livre qui est sorti il y a 1 an, en avril 2021, et qui aborde plusieurs questions féministes, prenant pour prisme l'héroïne Fifi Brindacier. Christine Aventin, quand elle développe la thématique du male gaze, ou plutôt du regard masculin intériorisé dans la socialisation des minorités, elle y dit: la riposte au male gaze, c'est le camp. Selon l'Oxford English Dictionary, ce terme anglo-saxon apparaît au début du XXe siècle, dérivé du terme français se camper, qui signifie poser de manière exagérée.
Le camp, comme esthétique et comme pratique sociale des communautés marginales et des minorités dominées, désigne la performance outrancière et ironique des modèles culturels dominants, parmi lesquels l'hyperféminité, blanche, riche et glamour, que vont déployer dans une extravagance à la mesure de leur exclusion les performeuses de scènes clandestines de l'avant Stonewall. Ne jamais oublier que le camp, qui définit désormais en un seul mot bienvenue toute la culture de divertissement gay, friqué, jeuniste, misogyne et cis-blanche, fut l'instrument de survie identitaire des trends of color qui ont disparu dans les fosses communes anonymes du VIH, des violences policières et des meurtres de rue non élucidés. Cabaret, pantomime, transformisme, ballroom. Ce que l'art du posing fait au male gaze, il le pervertit et le trouble, en offrant au regard masculin une représentation saturée de ses propres désirs. Il les active en même temps qu'il en révèle l'artifice. Le drag, ce n'est pas seulement une mise en spectacle parodique du genre, qui, du fait qu'il se construit en déconstruit sous nos yeux, révèle son imposture. En imitant le genre, le drag révèle implicitement la structure imitative du genre lui-même, ainsi que sa contingence. Il est aussi l'axe par lequel les subcultures populaires, racisées et ou queer démontrent les attributs de la richesse, de la blanchité et ou de l'hétéronorme. En les performant plus vraies que nature, elle tourne en ridicule les représentations de la réussite et de la dignité sociale. Et à sa toute petite échelle, d'enfant pirate des années 1940 en Suède, Fifi ne fait rien d'autre. Elle déclasse son ennemi culturel, cette vraie dame qu'elle n'a aucune intention de devenir, mais qu'elle est tout à fait en mesure de performer. Quand, depuis 7 ans, je fais tous les jours un trait d'eyeliner, que je mets du blush, du bronzer, que je mets du mascara, que je me maquille les sourcils, les lèvres, comment je sais à quoi je ressemble? Surtout que j'ai commencé durant ma puberté et je me suis pas vue grandir avec mon visage nu. Mais dans ce truc, il y avait un côté où je ne connaissais plus mon propre visage. Et mon propre visage au naturel, nu, sans aucun maquillage, j'étais pas capable de sortir avec. Et j'ai besoin de me réhabituer à mon visage. Et peut-être qu'un jour je me remaquillerai. Et peut-être que des fois, de temps en temps, je me maquillerai parce que ça fait toujours aussi plaisir et qu'il n'y a pas de décision radicale. J'ai envie de dire, c'est toujours compliqué de dire j'arrête complètement. Mais pour l'instant, j'ai pas envie au quotidien de me maquiller. Bref, je suis pas là en train de vous dire que vous êtes des mauvaises féministes si vous vous maquillez, ou que vous devriez complètement arrêter de vous maquiller parce que c'est hypocrite, pas du tout. Parce qu'au fond, c'est des trucs qu'on nous impose et qu'on subit un peu de manière passive parce que on les intègre et on pense que ça vient de nous. Et en fait, faut que je me donne la chance, faut que j'essaye. La vie est longue et j'ai vraiment juste 19 ans. Voilà. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a fait réfléchir. Si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez me répondre dans les commentaires de cette vidéo ou que vous pouvez me @ sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, et voilà. Anyways, see you guys dans 3 mois.